Ils ont tué Jaurès. La terre est là, depuis si longtemps. Le temps passe sans jamais altérer cet amour que l'homme lui porte. Pourtant, elle est aujourd'hui déchirée par la haine, par la force, et depuis si longtemps. Ma terre, je suis loin. Hier encore, d'où germe le blé, je creusais le sillon jusqu'à la tombée du jour. Aujourd'hui, la nuit me fait peur. J'ai peur de revoir ces fantômes qui hantent nos vies, venir plonger ma douce contrée dans les ténèbres. Oui, j'ai peur du temps. Les années écoulées qui font perdre une mémoire vivante. Celle de ce vieil homme qui conte à l'enfant tout juste né l'histoire de son pays. Ma terre,
Tu m'as été transmise comme seul héritage. Avec toi, j'ai reçu le bien le plus précieux, mes racines, celles de mes ancêtres. Leur histoire coule dans mes veines. Leur histoire a été écrite dans un grand livre conservé par mon père. Il est temps de le transmettre à mon fils, enfant de cette terre. Qu'il demeure pour lui l'héritage qu'il reçut à sa naissance. Mon fils, ne cesse jamais d'en tourner les pages. Et n'oublie jamais de les ouvrir à tous, en pleine lumière. Alors, tu y découvriras les images de la vie de tes ancêtres. Ce long cheminement de joie et de souffrance. Ce sont ces images que je revois dans mon sommeil, lorsque les combats font une trêve. Oui, je revois ma terre et son histoire. Je revois un chemin emprunté par nos ancêtres, la voie d'Agrippa. Avec elle, l'Empire romain rencontre les Séquanes, peuple de ce pays. Les générations reçoivent le fruit des échanges de ce lieu, carrefour des civilisations. Par la voie bâtie sur cette terre, arrive l'envie de cultiver, de produire, l'envie de construire ensemble un autre bout du monde, un endroit pour une autre vie, un village gallo-romain. De là, des bergers veillant leurs troupeaux sont enveloppés d'une grande clarté. Il vous est né un sauveur qui est le Messie Seigneur. Vous trouverez un nouveau-né dans une crèche.
alors porter ce message d'espoir à travers le monde. Mais sur le long chemin et pendant des siècles, c'est le message de la haine qui déferle. Francs, Alamans, Vandales, tous enflamment cette terre comme une torche. « 672 années après la naissance du Fils de Dieu, je revois le Dizier arriver en ce pays. C'est lui qui prêche la bonne nouvelle à des hommes encore plongés dans les ténèbres de croyances celtes, romaines ou barbares. Dizier, Rinfroid, son filleul, et Vilibert, leur serviteur, parviennent au village. Ils y rencontrent une femme nommée Pomponia, qui les mène au sanctuaire dédié à Saint-Martin. Alors, nombreux sont ceux qui accourent pour écouter de nouvelles paroles. La messe terminée, Dizier demande à boire. C'est alors qu'il présente à chacun le vase contenant le reste d'un peu d'eau. De main en main, ce vase se transmet et chacun boit autant qu'il le désire. Jamais l'eau ne vient à manquer. Lorsque Dizier repose le vase, l'eau vient à déborder. Mais le temps est venu de reprendre le chemin. Rinfroid range les vêtements d'une attirante beauté. Les trois hommes rendent une nouvelle fois grâce à Dieu et saluent les habitants de ce pays.
sommet du plateau, Dizier est pris d'un terrible sentiment. Laissant là ses bagages, il cueille une baguette sous le regard inquiet de ses fidèles pèlerins. Alors, Dizier se prosterne devant cette croix de bois. Et dans le calme du jour qui s'achève, très cher, si vous entendez dire que des pèlerins ont été tués, ayez soin de les enterrer ici, dans l'oratoire du bienheureux Martin. Nombreux sont les miracles constatés sur la tombe de Saint-Dizier. Venus de partout, les aveugles retrouvent la vue, les boiteux, l'usage de leurs membres, les démoniaques, la délivrance. Comme une vague, la foi chrétienne emporte ma terre. Petit morceau du duché d'Alsace. D'ailleurs, en 728, le comte d'Alsace Eberhard fonde l'abbaye de Murbach. Brebotte, Groene font partie de cette donation, mais déchirée, cette terre compromet la sécurité de quiconque ne peut la défendre. Les rois, sans cesse en lutte les uns contre les autres, s'épuisent en concessions pour s'entre-arracher l'appui des seigneurs. Et les seigneurs forment la classe des gens de guerre. Ils agrandissent leur domaine en prenant tout aux uns, en acceptant tous les autres. La force remplace le droit. Et bientôt, il n'y a plus que possesseurs et possédés. Oui, la féodalité approche.
village entouré de champs fertiles rassemble des hommes et des femmes attachés à leurs terres. Des prairies humides nourrissent son bétail et une large barrière de forêt semble protéger cet endroit. Le travail du bois mobilise nombre d'énergies. On fabrique la roue de bois, le banc, la table.
rattaché au domaine du Seigneur, il y a le cerf, qui appartient au sol. Lui ne possède rien. Il a confié sa terre et son être au Seigneur en échange d'une protection. Il doit acquitter la taille, satisfaire aux corvées et se plier à la main morte. Il ne peut quitter le village, se marier ou donner ses biens à ses enfants sans le consentement du Seigneur. En 1070, les domaines de Montbéliard, Altkirch et Ferrette reviennent à Thierry II, qui a pour femme Ermentrude. Le 8 mars 1105, elle fait donation au prieuré de Froidefontaine de 1097 arts de terrain provenant des villages de Froidefontaine, Charmois, Velesco, Boron, Grosne, Recouvrance et Brobotte. Ainsi, les grands féodaux concèdent aux moines défricheurs des terres qu'ils sont chargés de mettre en valeur. Qu'importe le possédant, celui qui hérite du bien le plus précieux est celui qui se courbe pour cultiver les fruits de sa terre. L'épaisse forêt fait place à des terres cultivées. Les moines proposent aux gens de la terre des règles de vie appelées miroirs, convaincus qu'ainsi ils pourraient accéder au salut de leur âme, eux qui ne peuvent mener une vie de continence et de prière. Moyen de garantir son salut est encore de se battre pour le Christ contre les ennemis de l'Église. C'est du sang chrétien, racheté par le sang du Christ, qui se verse en Asie. La foule avait accueilli les paroles du pape Urbain II par des cris de vengeance, des acclamations guerrières. Chevaliers, prêtres, serfs, femmes, enfants s'étaient écriés d'une seule voix « Dieu le veut !» L'imagination populaire faisait voir dans les formes fantastiques des nuées,
des cavaliers célestes armés de la croix. On voyait dans le ciel enflammé le triomphe annoncé de la lumière divine. Ici, sur la terre, les troubadours viennent seconder les chants et les ardents sermons des prêtres. Alors, le noble, le cerf, se précipite autour du prédicateur de la guerre pour recevoir la croix de sa main. Car chaque combattant de la guerre sainte attache sur ses habits la croix d'étoffe rouge, signe d'engagement irrévocable. En 1189, le comte Louis I de Ferrette, seigneur de cette terre, part pour la 3e croisade. Ici, il rencontre Guillaume de Brebotte, dont le fils est jeune page au château de Montreux. Guillaume, mordu de fierté, demande à Johannes de montrer sa bravoure. Mais la longue marche des croisades doit à présent commencer. Le jeune page deviendra écuyer, puis peut-être chevalier à son tour. Pour l'heure, il regarde s'éloigner ces malheureux, car bien peu reverront le sol natal. Moissonnés qu'ils seront par la maladie, les disettes et la bataille. Thank you.
1433, Ulrich II devient comte de Ferrette. Lui, le fils de ce valeureux chevalier parti en Terre Sainte. La campagne trouve alors un second souffle. C'est l'automne. Le paysan peut enfin vivre des produits de sa terre. Il emprunte le chemin qui le conduit au moulin du Seigneur. Là, il fait moudre son grain. Tout près, il dispose du four commun où l'on peut cuire son pain noir. Au moulin comme au four, le Seigneur jouit du privilège de faire moudre son blé et cuire son pain avant tout autre sujet. Et puis, il y a l'élevage de porcs qui tient la première place. Dans le village, un préposé à la garde de ces animaux tient en surveillance le troupeau. Dans la forêt seigneuriale, il permet aux porcs de se repaître de glands. Le chevalier féodal, très proche de la terre et de ses hommes, aime cette vie rustique de chasse et de pêche. D'ailleurs, la chasse seigneuriale est une nécessité, car les forêts de cette région abritent des animaux féroces, le loup, l'ours. Ainsi, on le voit avec ses chiens parcourir toute la contrée. C'est triste, le Seigneur s'amuse à capturer un porcelet pour le destiner à la broche. Si ces instants trop rares alimentent pendant des jours les propos des chaumières, le paysan n'en oublie pas pour autant ses devoirs. Ce jour, 3 chargements de paille doivent être conduits au château pour en faire le lit des seigneurs et nobles gens. Dans 10 jours, à la Saint-Martin, chaque paysan devra remettre une poule au seigneur. Aujourd'hui déjà, il sait laquelle sera pour lui. Tombante, les paysans doivent se plier à la corvée. Ce soir, Johannes, Pierre et Thibaut gardent le château. Attendant le signal, ils brassent l'eau pour mettre fin au chant agaçant des grenouilles et surtout pour attraper le poisson. La nuit, le Seigneur dort
Le paysan pêche. Et ne dit-on pas que c'est la nuit qu'il est beau de croire en la lumière? Enfant de cette terre, tourne les pages de ce livre et tu verras, au lever du soleil, 3 hommes arrivés au village. Hermann d'Europe, Henri de Grandvillard, Pierre Chalère de Bâle sont chargés de répartir les biens de Jeanne de Ferrette, épouse d'Ulric II, en 4 parts égales. Les nobles gens se rendent au château de Didier de Montreux. Le 26 août 1347, Jeanne procède au partage de ses terres par tirage au sort entre ses 4 filles. Ma terre échoit à Ursule pour 3 années, car en 1350, elle la vend pour 10 000 florins à Albert II d'Autriche. Depuis ce jour, ma contrée devient possession autrichienne, gouvernée depuis Ensisheim par les Habsbourg. En juillet 1386, les chevaliers de la famille des Reynac de Montreux partent un jour pour Sampac, où Suisses et Autrichiens se livrent bataille. Les seigneurs demandent aux villageois leur chemin et s'il faut passer l'eau pour traverser la contrée.
là, fidèles au travail de la terre, avec la peur de Dieu, les guerres, les épidémies, comme la peste noire. Cette peur fait grandir les murs des forteresses et le fossé entre gens de la terre et nobles des châteaux. De Sampac, la bataille est terrible. Un à un, les nobles chevaliers de Montreux tombent sous les coups meurtriers de leurs ennemis. Le bruit effrayant des haches et des épées se mêle au vacarme des fléaux d'armes et autres machines. Seul survivant, Hermann de Reynac trouvera refuge en son château. Sampac restera l'image terrifiante du combat médiéval. La mort, la peur, pendant près d'un siècle, voilà le lourd tribut de la guerre de 100 ans, tout juste terminé. Pourtant, rien ne pourra arrêter 15 000 hommes en armes jusqu'alors au service de la France. En 1439, ces pillards, appelés les écorcheurs, pénètrent l'Alsace et sèment la terreur sur leur passage. À Grand-Villard, 50 enfants sont égorgés. Les villageois se sont réfugiés dans la forêt avec leur bétail et les biens qu'ils ont pu emporter. Une fois l'alerte passée, ils réapparaissent un à un, découvrant leur chaumière incendiée, leur récolte ravagée. Les écorcheurs sont toujours là!
de Montreux alerte les autorités autrichiennes par une lettre confiée à son fidèle cavalier. En quelques jours, il parvient à chasser les pillards hors de la seigneurie. Mais les paysans s'emparent de quelques écorcheurs égarés. Alors, ils leur font payer le prix de leur atrocité. Dans la seigneurie de Montreux, ils sont jetés dans la rivière pour y être noyés. L'un d'eux est brûlé tout vivant dans le four à pain. La guerre, les épidémies ne peuvent atteindre toute vie. C'est l'été. Les chaumières ont été reconstruites, la terre a été ensemencée, le seigle, l'épeautre, l'avoine seront bientôt moissonnés. La rigueur de l'hiver ne permettant pas de laisser le bétail au pâturage, le paysan prépare une provision de foin. Dans les jardins, on cultive le chou et les pois, que l'on peut mettre aussi en réserve pour la mauvaise saison. Cet été 1469, arrive au village Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. Le duc Sigismond d'Autriche, à court d'argent, a vendu ma terre pour 50 000 florins. Charles le Téméraire, visiteur de sa nouvelle contrée, est tout à coup surpris par l'arrivée de nombreux hommes et femmes avec à leur tête le marchand en bois. Oui, c'est l'été, mais c'est aussi le jour de la foire.
mort de Charles le Téméraire, le 14 janvier 1477, Mater revient aux héritiers de la maison d'Autriche, les Habsbourg, défenseurs du catholicisme. Ils se sont prononcés contre la doctrine à base égalitaire du réformateur Luther. Mais, au péril de leur vie, des prédicateurs comme Guillaume Farel sillonnent les campagnes. Alors les paysans entendent parler de Jean Ullmann et de sa ligue du soulier, emblème de sa bannière. Cet homme a été écartelé sous les yeux de ses amis, mutilés eux de 2 doigts. Le mécontentement grandit. Ici, ces hommes refusent le paiement des dîmes. Les guerres perpétuelles apportent la ruine, rendent impossible le paiement des redevances. Les accabler de corvées et d'impôts revient à les affamer. Bientôt, la campagne s'enflamme. Et en 1525, les paysans prennent les armes contre leur seigneur et le clergé. Passant de village en village, Thibaut de Fray rassemble les paysans durant 5 jours et 5 nuits. Partout, des luttes s'engagent. Mais le duc de Lorraine, appelé par les nobles d'Alsace, réprime le peuple des campagnes avec une forte armée de mercenaires. À Lubstein, 18 000 paysans périssent. À Chervillers, 10 000 paysans sont massacrés. Les révoltés de la seigneurie de Montreux sont dispersés après une terrible défaite à Châtenois. Ceux des paysans qui ne peuvent rejoindre le village sont pendus aux arbres. Que Dieu, dans le ciel, ait pitié.
La guerre des paysans terminée, voici venir des années paisibles où le travail de la terre fait parfois place à la danse. C'est la fête au village. Mais dès 1612, l'Autriche procède au recensement des milices rurales, dont elle peut disposer en cas de guerre. Ici, on recense 20 hommes pour les troupes de campagne, parfois armés et coiffés de casques. Les croyances vont semer le chaos sur ma terre, car la réforme de Luther amène une autre guerre. L'armée protestante du roi de Suède, soutenue par la France, se lance contre les armées autrichiennes. En 1632, une armée suédoise traverse le pays. Une terrifiante panique s'empare des villageois qui s'enfuient trouver refuge dans la forêt. Les paysans se révoltent en masse, munis d'échelles, de haches et de pioches. Ils seront massacrés à Vézellois.
deviennent maîtres de ces lieux, tuant femmes et enfants, pillant le prieuré de Froidefontaine, brûlant l'église de Brogotte. Ils enlèvent tout, jusqu'aux ferrures des portes. Française le 24 octobre 1648 grâce aux habiles manœuvres de Louis XIV, roi de France. Un tiers des gens d'ici l'auront payé de leur vie. Mazarin reçoit en signe de remerciement la plus grande partie du Sungo. Sous son impulsion, la vie reprend ses droits. On retourne, puis on ensemence la terre. Pour les enfants des générations présentes et futures, les gens d'ici, jusqu'alors réfugiés en Suisse, retrouvent leur terre. Est venu de voir chacun redécouvrir sa terre.
tous ceux qui te moissonnent. Le temps ne s'arrête jamais. Je serai là pour vivre et faire vivre le temps. Je serai là au printemps.
Merci à un public décidément formidable. Merci au ciel pour sa petite colère. Merci à ces figurants qui pendant 3 mois bénévolement ont préparé ce magnifique spectacle.